Bonjour à tous. Bonjour. On espère que ça va très bien. J'espère que nous ça va plutôt bien. Ça va. Même si j'ai un peu je parle un peu du nez, mais c'est pas grave. Ouais. On a dû reporter. Bon. Du coup, aujourd'hui, on va parler de 3 films qui sont les adaptations de Hercule Poirot par Kenneth Branagh. Parce que Et le troisième est sorti aussi récemment, récemment, donc on l'a vu il y a pas longtemps. Voilà, c'est ça. Du coup, vite fait, si tu peux nous résumer un peu les films. Alors le premier film, c'est le classique Le Crime de l'Orient Express. Hercule Poirot est dans un train, il y a plein de suspects et il y a un mort. Oh, qui est le coupable? Et comme c'est une histoire d'Agatha Christie, on est enfermé dans la pièce et on va avoir multiples suspects avant de trouver la vérité. Ça, plein d'indices qui vont apparaître petit à petit pour Et amener ensuite, fin. le deuxième, aussi mort sur le Nil. Hercule Poirot est en Égypte sur un bateau et, à nouveau un mort, à nouveau des suspects. Oh là là, mais qui est le coupable? Quand même pas de chance à chaque fois. Hein. Et par contre, dans le troisième, l'histoire change un petit peu. On va quand même avoir des suspects et un meurtre, vous en faites pas. Mais on se retrouve à Venise en fait. Et Hercule Poirot s'est retiré. Il a plus envie d'enquêter. Il a plus envie d'être il a l'impression que la mort le suit tout le temps. Donc il est un peu patraque, un peu pas. Il a plus envie quoi. Ouais. Et une amie écrivaine va le trouver et lui demande d'assister à une séance de spiritisme pour démonter la séance justement, pour dire non, c'est du fake, c'est que de la merde. Et donc Hercule Poirot cède et se retrouve dans ce palazzo avec différents personnages et bien évidemment un mort. Évidemment. Un meurtre, Nous, il n'y a pas de film. plein de suspects. Et la particularité de celui-là, c'est d'être très tourné sur l'horreur. Effectivement. Beaucoup. Il y a un vrai travail. Ouais. Mais voilà. Du coup, moi, j'ai pas lu les romans de Christie, donc je sais pas te dire, mais d'après toi, c'est plutôt bien adapté. C'est Il y a des changements assez bien faits, genre personnages qui sont réduits ou regroupés, mélangés. Classique adaptation, franchement, c'est très bien. Et puis, comme on le voit, Branagh, ça fait très longtemps qu'il est acteur de théâtre, qu'il est réal et tout, donc on sent qu'il a de la bouteille et il s'en sort très très bien là-dedans. Ce qu'il fait dans la réalisation, le jeu d'acteur, il gère très bien tout ce qu'il faut. Kenneth Branagh, c'est Gilderoy Lockhart, pour ceux qui ne savent pas, et c'est aussi le réalisateur de Thor, c'est ça? Premier Thor, ouais. Donc voilà, c'est un mec qui sait ce qu'il fait, quoi, effectivement. Alors du coup, peut-être je parlais des défauts inhérents au genre du coup de Nid, parce que c'est du coup. C'est ça. On est sur un film très calibré où les seules modifications, ça va être le lieu, les personnages, le meurtre et les crimes, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un genre qui est assez, disons, périssable. Si le film va rarement pouvoir être revisionné avec le même plaisir qu'au début, il y a plus frisson de tension. Certains y arrivent, hein, mais c'est assez rare. Et je trouve que après avoir revu les deux premiers, je trouve que eux ça va bien. Ils gèrent bien le revisionnage. Alors forcément c'est moins intéressant, mais ça reste toujours sympathique à regarder. Comme l'ambiance est bien gérée. Et puis il y a quand même beaucoup de petits détails qui sont à démêler et qu'on voit pas tout de suite au premier abord. Dans ce qui est des Whodunit justement qui sont intéressants à revoir, il y a Clue ou Cluedo si je ne me trompe pas, Clue en anglais, avec Tim Curry, qui est un film justement adapté du jeu Cluedo et dans lequel il y a des fins alternatives en fait. Et donc il y a je crois 3 fins différentes qui sont possibles et donc ça crée un truc intéressant de revoir les films. Et dans les Whodunit récemment on a eu les Merveilles par Ryan Johnson. J'ai pas vu donc je peux rien dire. Mais donc c'est assez amusant de voir que Johnson fait aussi un acteur qui parle en français entre guillemets avec un accent et qui enquête dans des maisons machin et tout. Enfin, on sent qu'il s'en est inspiré de Poirot parce que l'Orient Express est sorti en 2017. 2017 je crois. Et Knives Out est sorti 2019 je crois, 2019. Et donc on sent qu'il y a une inspiration de Hercule Poirot chez Benoît Blanc. Mais il faut reconnaître que Benoît Blanc est tellement moins bien fait, moins bien maîtrisé que ce que Branagh propose avec Hercule Poirot. Après, Ryan Johnson a écrit tout lui-même. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué quoi. C'est moins, alors qu'Agatha Christie, c'est juste la reine des romans policiers et des polars comme ça. Donc voilà, c'est aussi se comparer à beaucoup plus grand et non. C'est risqué quoi. Mais ceux de Johnson sont mauvais. J'ai pas vu, je peux pas dire, mais il m'intéresse pas du coup. Voilà. Autre chose. Pour changer, vas-y. Changeons. Il y a toujours cette scène où il faut justifier pourquoi les personnages restent au même endroit. Des fois c'est un peu forcé, des fois ça passe. Pour sur le Nil c'est plus cohérent vu que t'as un bateau sur la mer donc c'est un peu bloqué. Alors c'est pas pareil. Ça fait que faut toujours réussir à justifier ça. Et puis il y a aussi le fait que la fameuse scène qui dure 5 minutes où on explique tout le crime, qui peut être un peu longue, un peu pas l'autre, qui peut aussi soit casser le rythme. Je trouve que ça va encore dans ces films-là. C'est moins dans le troisième.
Ouais, je trouve que dans le 3, c'est trop long. Elle est trop, genre, ce côté casser les rythmes, mais dans le reste, ça va. Ouais. Bah, c'est toujours compliqué d'expliquer, en fait, parce que sur un livre, c'est juste une page complète d'explication, mais on a lu des pages et des pages et des pages et des pages. Ça change rien. Là, au cinéma, ça fait qu'on a 3-4 minutes. Ou juste le personnage parle et il explique avec des flashbacks qui a eu lieu. Ça peut être bien, mais ça demande un effort de mise en scène un peu plus important que pour le reste du film, quand même. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas là-dessus que brille Mystère à Venise, en tout cas. Non, effectivement, c'est peut-être la scène la plus lourde du film, j'ai envie de dire. Ouais, et on sent vraiment un. Elle est pas dérangeante, mais on sent que c'est ok, là, ça arrive, on va bouffer pendant 5 minutes, quoi. Sinon aussi, par contre, niveau tension. Oui, non. C'est impeccable, vraiment. Il a très bien retranscrit le côté horrifique. Et aussi du coup cette opposition entre paranormal et un Hercule Poirot qui est très cartésien, très terre à terre. Il y a vraiment ce dilemme moral qui est assez intéressant dans le film. Question, on est. Oui, non, le film rend très bien le côté horrifique. Très bien. La musique est vraiment très agréable. Les plans, il y a des plans qui sont vraiment très beaux. Il y a des plans justement où on joue sur le subliminal. On joue sur certains screamers, on joue sur le noir, on joue sur les nuances de couleurs. Il y a ce plan dans la bande-annonce où on voit Poirot avec la croix derrière qui le protège, entre guillemets, ou qui le menace, on ne sait pas trop. Mais il y a vraiment un très beau travail de l'image. Ce plan, c'est puis le thème de la foi, de croire en paranormal, de croire en ce qu'il y a un supérieur. Il y a les plans à l'extérieur de Venise qui sont pas particulièrement beaux, mais en même temps, c'est des plans de rue. Ça, ils font très mal voilà. Ils sont pas moches. Mais les plans en drone au début du film, et même à la toute fin, qui sont assez jolis. Les plans sur Venise, justement, avec tous ces toits rouges et la lagune qui est bleu-vert, c'est superbe. Très joli. Il y a un très beau travail. Sinon, vite fait, niveau réel, il y a un choix de VFX que j'ai pas compris. En vrai, moi, si vous voulez, dans le film, il y a. En fait, tout se base sur une femme morte un peu avant le film. Et en fait, elle va des fois apparaître sous forme de spectre, de fantôme, mais ça fait vraiment comme s'il avait pris un spectre des années genre 70. Il avait repris le fantôme de l'exorciste et il l'avait mis dans ce film-là. Du coup, ça fait une dissonance entre un personnage qui est très propre, très actuel, au niveau réel et DA, et un truc qui fait très vieux. Et en plus, son mouvement fait aussi très artificiel, donc ça fait que. Je pense que c'est volontaire, ce côté très dissonant entre les deux films et ce VFX. Avec en plus ces mouvements, moi ça m'a un peu perturbé. Je sais pas si c'est. T'as jamais vu l'exorciste, toi? Si, un peu. Le fantôme de l'exorciste. Non mais le démon. C'est un démon. Voilà, t'as compris quoi. Oui, en fait, il y a un peu cet effet qui était très présent dans le giallo, dans les trucs un peu suspects. C'est des effets qui font un peu vieillot et en même temps, je pense que c'est lié au contexte du film. Mais ça c'est pas dérangeant dans le film, mais juste ça fait tâche, c'est bizarre de voir ça. C'est bizarre. Je pense que c'est surtout pour rendre un peu le côté un peu daté du film et avoir. Oui, je pense que très volontaire et totalement dans l'idée, mais. Non, moi ça m'a pas dérangé plus que ça parce qu'il y a 3 apparitions, je crois, dans le film. Oui, elle est pas très présente, bien sûr, mais ça fait que quand même. Le seul moment où ça m'a vraiment frappé, c'est quand ils sont sur le balcon. Oui. Et là le fantôme apparaît et là c'est vraiment pas très bien. Enfin, en fait, il apparaît un peu de nulle part, même c'est pas trop où il est, c'est un peu compliqué. Alors qu'avant les apparitions étaient plutôt bien faites, c'était assez bien cohérente. On avait une apparition dans un miroir classique, une autre apparition dans un miroir qui se brise. Dans le dos qu'il apparaît. Oui, dans le dos, mais c'est dans un miroir. Il le voit à travers un miroir. Ah oui, ça. Donc il y a un jeu avec les miroirs qui est bien, qui est vraiment sympa. Un jeu assez classique dans l'horreur finalement. Oui. Mais qui est bien fait. Oui, non, mais le film coche à peu près toutes les cases du film horrifique sans être vraiment. Mais c'est un haut du panier. Hein. Oui, on a vu Conjuring 3. Voilà quoi, on peut dire que c'est dans le haut du panier, je pense. Oui, non, c'est vraiment bien fait. Sinon, les personnages sont tous attachants, surtout Hercule Poirot. Ouais, il arrive à prendre un personnage qui est assez atypique, assez ermite, mais il le rend très attachant et très. Et il y a ce côté de toute façon un peu bizarre, un peu étrange du personnage qui est quand même toujours là. On le voit s'occuper de son potager au début, on le voit se faire livrer ses pâtisseries. Il a ses petites manies toujours qui sont restées. C'est très amusant et puis on le voit aussi être challengé dans certains trucs, notamment avec la pêche aux pommes là. Il y a des moments qui montre un petit peu son côté j'ai envie de m'amuser et en même temps il est rattrapé par la réalité des choses et donc il y a un côté très très pesant sur lui et ça fait écho au thème du film qui est que la mort le suit partout où il va. Effectivement, quoi qu'il fasse. Il est beaucoup challengé par du coup pas l'exorciste mais la médium du film qui va du coup vraiment venir frontalement lui bousculer ses principes et ses préjugés.
Et c'est que ça crée une position assez intéressante, je trouve, qui va plus loin que juste résoudre un meurtre. C'est plutôt dans. D'ailleurs, on a plus introspectif comme film en soi. Ouais. Mais on a un joli aller-retour justement là-dessus parce que au début, on a la séance, elle a l'air très spirit, et puis d'un coup, il y a un élément, Poirot fait bon stop à la mascarade, et après, on revient un petit peu, et il y a un peu plus de mystère, un peu plus de tiens, est-ce que c'est vraiment une médium, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose de bizarre. Il y a ce côté, il y a quand même ce côté, la question se pose. En fait, le film a plusieurs couches de mystère, En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs enquêtes en une seule. Qui fait que du coup, on se pose toujours la question de est-ce paranormal, est-ce réaliste. Ça fait que c'est assez intéressant au niveau démêlé de toutes ces histoires. Et le film est plutôt subtil dans sa manière de donner ses indices. Oui, bien sûr. Il y a des indices. Sauf un ou deux que j'ai très vite cramé, mais le reste. Mais sinon, il y a le film est assez subtil, le film est assez bien fait, et le film ne nous ment pas, contrairement à certains whodunites. Donc, ce qu'on voit dans le film est en effet ce qui s'est passé. C'est pas comme ce qu'on voit dans Glass Onion, où le mec prend un verre et en fait on revoit la scène et le mec finalement prend un autre verre. On va pas épiloguer là-dessus. Rian Johnson fait de la merde, c'est pas grave. Si je veux dire, j'aime beaucoup les dialogues du film. C'est certainement dû au côté que, comme Branagh a déjà fait un peu de théâtre, ça a dû aider pour faire des dialogues plus rythmés et punchy. Beaucoup, il a même adapté Shakespeare, il a adapté Hamlet au cinéma. Donc, le mec sait écrire des dialogues puissants, et vraiment il y a plein de dialogues qui passent extrêmement bien, qui sont très rigolos, qui ont une bonne réponse assez incisive, qui répondent très bien. Qui était déjà présent dans les deux premiers, bien sûr, de toute façon. Je trouve qu'il y en a plus sur celui-là. Peut-être l'impression, mais je trouve qu'il y en a plus sur... Ouais, peut-être. En tout cas, il y a un très bon jeu entre les personnages. Très bonne relation de personnages, très bon dialogue, très bonne. Là où dans le crime de l'Orient Express, on pouvait trouver qu'ils étaient un peu trop séparés, chaque personnage. C'était plutôt mode galerie, genre c'est l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. Ouais, on n'avait pas des personnages qui sont organiques en fait, c'est vrai. Et dans Mort sur le Nil, c'était déjà plus organique, puisque tous les personnages se connaissaient. Oui, vu qu'il y avait déjà des relations. Et interagissaient les familiales, ça veut dire que c'était plus. Mais dans celui-là, on a vraiment une très bonne dynamique et des choses très intéressantes de personnage en personnage. Je pense que c'est aussi par rapport aux autres, il y a le côté un peu légende qui apparaît dans ce film-là. La légende sur les enfants, qui sert à appuyer encore plus l'idée. Le côté horrifique, quoi. Le côté horrifique, qui était bousculé Poirot dans ses opinions, quoi. Là, vraiment, c'était beaucoup plus le crime. Quoi. Mais le film est très très maîtrisé, vraiment. Clairement, ça c'est clair. Et si c'est on peut dire que c'est un blockbuster qu'on peut voir, franchement, c'est très bien. Il n'y a pas de blockbuster. Il est pas particulièrement long. Il fait 2 heures. Il peut faire 2 heures. Je ne sais pas regarder. Non, on n'a pas eu de moment où on a senti que c'était long. On n'a pas eu de moment où on a senti que c'était ça devient con. Non, c'est vraiment pas mal. Il y a eu des bons retournements de situation. Les personnages sont sympathiques, les acteurs sont assez bons en général. Oui, il n'y a pas trop de soucis. Pas de mauvais acteurs. Donc c'est très bon film, quoi. N'hésitez pas à aller les voir. Et puis, si vous avez l'occasion, revoyez les deux premiers, l'Orient Express et Mort sur le Nil. C'est peut-être un peu moins bon, je sais pas. Ou peut-être plus ils sont plus simples et l'histoire est beaucoup plus connue. C'est vrai que forcément ça fait qu'ils sont peut-être un peu plus ils sont moins surprenants. Celui-là, il est adapté de La Fête du Potiron d'Agatha Christie. Un roman très peu connu. Moi qui ai lu beaucoup d'Agatha Christie, il y en a beaucoup dans la bibliothèque, je l'ai pas lu celui-là. Donc voilà. Et c'est aussi ça qui fait sa force, c'est que il est beaucoup moins connu. Et du coup, ça permet d'aller plus loin dans l'ambiance et le. Mais c'est peut-être aussi le problème. C'est peut-être aussi le problème du truc, c'est que beaucoup moins de gens iront le voir parce que justement ils connaissent pas. Ça va peut-être coûter moins vendeur, mais après je sais pas quel chiffre il a fait aux US ou quoi. Je sais pas rien du tout. Mais voilà, c'est vraiment pas mauvais. Si vous avez envie de passer un peu de temps au cinéma, pourquoi pas Mystère à Venise, c'est très bien. Du coup, on a tout dit, je pense. Je pense qu'on a fait. On a fait chier vite fait. Mais... Non, je pense qu'on a tout dit. J'ai chié sur Rian Johnson, donc c'est parfait. On est content. On est bon. À la prochaine. On espère que ça vous aura plu. Ciao. Un homme est mort. Le meurtrier parmi nous en ce moment. Et chacun d'entre vous est suspect.